Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On aime tous prendre soin de nous et avec nous, Maya Lemaire, notre chroniqueuse, qui va nous donner des astuces pour prendre soin de nous, d'une part, mais aussi à moins de coûts, d'autre part. Ouais. On commence directement avec des solutions que tu nous donnes. La première, qu'est-ce que c'est comme solution? Bien, plein de différentes solutions, mais un thème que je vois souvent quand on parle de prendre soin de nous-mêmes, c'est il y a des solutions à court terme puis des solutions à long terme aussi. OK. Alors, si tu vois une solution à long terme, ça peut être, OK, tous les jours, je vais apprendre quelque chose qui, dans le long terme, ça va comme grandir comme mon savoir. OK. Ça peut être plein de différentes choses comme ça, mais à court terme, il y a différents exemples que je peux donner. Un, c'est de manger trop. So, tu dis, ah, j'ai une mauvaise journée, so je vais manger comme un gâteau ce soir parce que j'ai une mauvaise journée. Puis, du moment, ça fait sentir mieux. Est-ce que tu m'index? Parce que je le fais souvent. Mais ouais, so, si tu fais ça, moi je fais ça des fois quand je commence, j'ai une mauvaise journée, puis je mange quelque chose, puis je commence, OK, ça va me faire sentir mieux. Peut-être au moment, ça me fait sentir mieux, mais à long terme, c'est une mauvaise habitude à avoir parce que ça peut avoir comme des troubles alimentaires, peut développer plein de choses comme ça. OK. So, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça pourrait être l'exercice physique. Alors, il y en a qui utilisent ça, mais tu penserais que ce serait une bonne chose, non? Est-ce que les gars avec les testostérones, je sais plus quoi, là, ils entendent ça? Parce que à long terme, là, OK, je t'écoute. Ouais, mais c'est vraiment, ça dépend à qui tu parles. Si tu es un homme ou une femme qui veut faire comme une compétition de bikini ou une compétition de comme muscle, OK, je comprends, tu vas souvent. Mais des fois, il y a comme un extrême. Il y en a qui utilisent l'exercice as une façon de réduire leur stress, mais ils vont comme peut-être 2-3 heures par jour. Comme, j'ai vu des personnes qui font ça. Puis dans ce temps-là, ça peut être vraiment dur sur ton corps d'avoir tout cet exercice-là. Puis spécifiquement si t'es pas entraîné pour ça, si tu le fais juste comme quelqu'un qui connaît pas tous les règlements comme de comment donner comme d'énergie à ton corps à travers la nourriture, puis tout ça, ça peut être vraiment négatif. Alors, quand tu fais quelque chose, fais-le en modération. En modération, d'accord. Puis aussi, trouve des choses que dans le long terme, tu peux le faire souvent quand tu as besoin de l'aide, quand tu te sens nerveuse ou anxieuse. Puis ça t'aide. D'accord. Donc là, il y a des idées que tu dis qu'il faudrait considérer. C'est quoi ces idées? Alors, il y a plusieurs différentes choses que tu peux faire. Un, c'est gratuit, c'est sur ton téléphone. C'est ça s'appelle un app ou une application. Okay. C'est ça. Puis ça s'appelle Headspace. D'accord. So, je pense qu'il y a une version en français, je suis pas 100% sûre, mais c'est pas vraiment plutôt comme, c'est la musique qu'il y a dessus. Alors, ils ont des petites sections de méditation, so tu peux jouer à la méditation, ils vont te dire quoi faire, d'étape en étape, puis des fois c'est 1 minute à jour, tu peux le monter à 2 minutes jusqu'à 1 heure par jour. So, c'est ton choix, mais si tu as seulement 1 minute pour te relaxer, pour quand tu es stressé au travail ou je sais pas trop, c'est vraiment bon d'apprendre cette application-là, tu peux press play, et puis tu commences. Puis ça commence. OK. Ouais. D'accord. Et puis, des bougies? Oui, so pour moi, c'est comme vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Je suis encore à l'université, alors quand que j'ai comme un examen à faire à la maison, puis il faut que je tape, puis je sais que j'ai comme beaucoup de travail à faire, mettre une bougie, c'est comme, OK, je travaille, mais au moins comme c'est relaxant, puis j'ai quelque chose comme qui va m'apaiser pendant que je fais mes travaux. D'accord. Puis ça va aussi avec un autre truc que ben, c'est plutôt pour les femmes, mais les hommes aussi bien sûr peuvent le faire. C'est comme une spa à la maison un peu. Alors si tu vas à un spa comme professionnel, ça peut être assez cher. Puis je sais comme étudiante, j'ai pas l'argent pour faire ça souvent. Alors qu'est-ce que je fais, c'est que je vais au Dollarama. Alors ça a l'air un peu drôle, mais ils ont une section maintenant comme jusqu'à 4$, puis ils ont comme des savons, ils ont comme des masques, ils ont des polis à ongles. Puis si t'as pas beaucoup d'argent, faire comme une nuit avec des petites choses comme de 1-2$, c'est pas cher, puis c'est relaxant, puis tu te sens comme tu es un spa à la maison. Super. Alors, il y a aussi, je vais le nommer pour toi, il y a aussi chanter, dessiner ou même écrire. Pour ceux qui sont manuels, faire du tricot, c'est ce que tu m'as dit tantôt. Oui. On va aller, on va terminer bientôt, mais comment s'encourager à faire ça? Parce qu'on peut se dire, ouais, je vais commencer, et puis après, on n'a plus envie de faire. Alors, je vais donner un exemple avec l'école. Alors, pour mon école, moi, l'école, ça me stresse beaucoup parce que je suis un peu perfectionniste, je vais avoir mes travaux faits en temps. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste. J'ai dit, OK, ça, c'est tous mes travaux que j'ai à faire, toutes les lectures que j'ai à faire, ça, c'est les dates qui doivent être remises. Tu veux faire comme ça pour n'importe quoi dans ta vie. OK, je veux faire un ménage, puis je veux que ça soit fait par cette date-là, ou ce temps-là. Donc, tu fais une liste.
Puis là, je suggère de comme soit mettre un collant ou le surligner quand tu as fini. Okay. Ça, c'est une façon visuelle de voir, regarde, j'ai fait toutes ces choses-là, puis c'est tout fini, puis j'ai réussi à le faire. Ça t'encourage à continuer, puis de donner d'autres buts à accomplir. Super. Est-ce que toutes ces informations, c'est sur ton site web ou... Oui, ça va être sur mon site web qui est www.poweredcrowd.com. Puis je vais avoir un article sur ça, peut-être aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube qu'il peut aller voir. Ça devrait être ici à peu près le milieu de la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine. Ok, super. Merci beaucoup, Maya. On va visiter le site web alors. Oui. Alors, si vous voulez avoir toutes ces informations pour comment prendre soin de vous, surtout à moins de coûts, visitez le site web de Maya et puis prenez des informations pour prendre soin de vous. On prend une toute petite pause et juste après la pause, si vous êtes des accros de cinéma, on en parle avec quelqu'un du MIFO, de Gabriel du MIFO, pardon. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Martin-Vallière, une ancienne fonctionnaire devenue entrepreneur. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Gabriel du MIFO, puis on parle du 12e festival Objectif Cinéma Desjardins. OK, exactement. C'est bien ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend à voir à cette programmation? Donc, chaque année, le MIFO, en fait, depuis 12 ans, organise un festival de films. Donc, ceux qui nous connaissent bien savent que chaque mois, on a des projections. Mais au mois de novembre, on se concentre vraiment une semaine complète de projections de courts et de longs métrages qu'on présente à Orléans. Et on fait même des présentations de films jeunesse pendant la journée pour les écoles. Donc, on est vraiment un concentré pour les cinéphiles au mois de novembre. Et cette année, ça a lieu du 5 au 11 novembre. Et on commence la semaine avec notre soirée d'ouverture. Donc, comme tout festival, on fait une soirée d'ouverture et on a toujours un film de clôture. Ce qui est spécial cette année, par contre, pour la soirée d'ouverture, c'est qu'on va présenter pour la première fois un film franco-ontarien. Ce qui est très rare au niveau surtout des longs métrages. On en a très peu en Ontario français. Donc, nous, c'était très important de pouvoir partager un film 100% franco. Et donc là, la soirée d'ouverture, c'est le 5 novembre. Ça se déroule au Centre des Arts Shankman. Et la vidéo dont on parlait tout à l'heure, ça a rapport avec la soirée d'ouverture? Bien, ça, c'est... Oui, on peut vous faire peut-être un petit look de ce qui va se dérouler pendant le festival. Je pense qu'on va aller pour la vidéo. OK, parfait. Et voilà. Donc ça, c'est très court, c'est simplement un 30 secondes, mais ça vous donne un peu des images des films qu'on va présenter, un avant-goût. Et le premier film du festival, ça va être Noël en boîte. Noël en boîte. Noël en boîte. Et on va avoir aussi des comédiens
du film qui sont nos co-présidents d'honneur, que vous connaissez sûrement. Steph Paquette et Vincent Poirier sont nos présidents d'honneur cette année. Donc, ils vont être là à la soirée d'ouverture, mais aussi toute l'équipe du film. Donc, on va commencer avec un cocktail. Par la suite, on va présenter des courts-métrages étudiants. On va présenter le film et on va terminer la soirée avec une belle discussion avec tous ces invités. D'accord. Donc, on invite la communauté. Ça, c'est le lundi 5 novembre. Le lundi 5 novembre. Pour les billets, c'est un peu unique. On doit vraiment appeler au Centre des Arts Shankman au 613-580-2700 ou aller en personne pour se procurer des billets. Pour la soirée d'ouverture, c'est 10 $ pour les adultes. C'est spécifiquement pour la soirée d'ouverture? Pour la soirée d'ouverture. Parce que pour tous les autres films, là, on va au mifo.ca. On achète nos billets en ligne, c'est déjà tout disponible. Vous pouvez aller voir toute la programmation. Toutes les bandes annonces sont là déjà en ce moment. Il y a les synopsis aussi. Donc, si vous n'êtes pas certain quel genre de film vous allez aller voir, parce qu'on a de la comédie, on a du drame, on a du suspense, on a même un documentaire. Donc là, on ne sait pas trop quel film on va aller voir, mais on regarde les bandes annonces, ça nous donne une petite idée. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, comme vieux, jeunes, enfants? Oui, donc c'est certain qu'on a des films qui sont 13 ans et plus. Non, mais ça, c'est écrit. On fait bien attention parce qu'il peut y avoir peut-être du langage vulgaire ou des scènes un peu plus difficiles. Mais le samedi, on a 2 films jeunesse. Donc, à 13h, on a Les As de la Jungle, qui est vraiment pour les enfants. Et à 15h, La Chute de Sparte pour les adolescents. Là, c'est un 13 ans et plus. Mais c'est important pour nous, justement, de faire découvrir le cinéma aux enfants puis que ça devienne une habitude culturelle. Donc, pas juste rester à la maison et écouter un film, mais sortir un peu comme un peu comme on dit pour les spectacles, sortir, aller au cinéma, vivre vraiment l'expérience d'être assis dans une salle de cinéma avec parents et amis. C'est vraiment une expérience complètement différente. D'accord. Et tu as nommé tantôt des courts-métrages étudiants. Oui. Donc, ça, c'est un concours qu'on fait avec les écoles de la région. D'accord. Pour nous, c'est important de développer le monde cinématographique franco-ontarien. Comme on l'a dit au début d'entrevue, il y a très peu de cinéma franco-ontarien. Donc, on commence à cet âge-là. Et nous, on leur offre une plateforme. On va présenter les courts-métrages des 3 finalistes et annoncer le gagnant. Le gagnant gagne une bourse et reçoit une affiche que nous-mêmes on fait à l'interne. Donc, une affiche pour son film comme les grands films. Comme les grands films, oui. Exactement. Puis, il y en a combien qui sont choisis, sélectionnés? C'est 3 finalistes et un gagnant. Donc là, on va les connaître, justement. On va voir leur court-métrage lors de la soirée d'ouverture. Et si vous aimez les courts-métrages, on a aussi une soirée court-métrage avec des courts-métrages du Canada, qui est le mercredi 7 novembre à 18h. Donc là, court-métrage, on parle vraiment de très peu de minutes. Là. Donc, il va en avoir plusieurs, un à la suite de l'autre. D'accord. Et pour nous, c'est une soirée spéciale qu'on aime faire. C'est un peu différent des autres soirées. D'accord. Et puis là, on est rendu au mercredi 7. Et qu'est-ce qui va se passer comme à la clôture? Ça sera peut-être la proclamation des résultats par rapport au... Bien, nous, on aime toujours demander à nos cinéphiles c'est quoi leur film préféré de la semaine. Durant toute la semaine? Durant toute la semaine. Donc, souvent, on va annoncer le film préféré de la semaine à ce moment-là ou à la prochaine projection bimensuelle, donc au mois de décembre. Cette année, on présente 1991 comme film de clôture, qui est un excellent film. Ça va être très drôle. C'est de Ricardo Troggi. Lui, c'est le 3e film de sa série. Puis, dans le fond, ça raconte l'histoire d'un jeune Québécois qui est en amour fou avec cette fille qui part en Italie et là, il va la rejoindre, mais il se confronte à plusieurs obstacles assez drôles. Et je veux aussi vous mentionner, on va avoir quelques invités grâce à la tournée de Québec Cinéma. Donc, nous, on présente plusieurs films qui viennent du Québec. Lors de 4 films, on va avoir des invités, un peu comme à la soirée d'ouverture. Les invités vont être là sur place et on va pouvoir discuter avec eux à la suite du film. Donc, on va avoir vraiment quelqu'un qui va animer la discussion, mais les cinéphiles peuvent poser leurs questions. Pourquoi le film? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment avez-vous trouvé ça lors des tournages, etc., etc. Wow. Donc, si je peux vous les nommer, peut-être que les noms vont vous dire quelque chose. Jeudi 8 novembre à 19h pour Chien de garde, qui est un suspense. Ça va être l'acteur Jean-Simon Leduc. La même journée à 21h pour Charlotte a du fun. Ça va être l'actrice Romane Denis. Le lendemain, vendredi 9 novembre à 19h, pour le film Le Nid, ça va être l'acteur Pierre-Luc Briand. Et finalement, le samedi 10 novembre à 19h pour Sachinka, ça va être l'actrice Carla Turcotte, qui va être sur place. Donc, nous, ça fait quelques années qu'on travaille avec Québec Cinéma. On est super heureux de pouvoir recevoir des invités chaque année.
parce que les cinéphiles n'ont pas souvent cette chance-là de pouvoir discuter directement avec les gens, soit qu'ils voient à l'écran ou les réalisateurs aussi. C'est des amours de cinéma, hein? C'est des amoureux du cinéma. Donc, pour eux, ça fait un petit plus lors des projections. OK. Et puis donc, je vais résumer tout ça. On commence avec l'ouverture, c'est le lundi 5 novembre. Exact. Pour les tickets, il ne faut pas aller sur le www.mifo.ca, mais plutôt appeler ou en personne au centre des arts Shankman. Et puis participer, c'est que 10 $. Hein? 10 $ et tous les autres films sont 8 $ pour les adultes. Donc, c'est du cinéma très abordable. Okay. Pour nous, c'est important pour que ça soit accessible aux gens. Puis, tous les autres films du 6 au 11 novembre sont présentés au Cinestars Orléans, qui est juste au bord de la rue du centre des arts Shankman. Donc, pas tellement loin, là. Non, c'est tout au même endroit. Puis, ce qui est bien, le stationnement est gratuit, il y a des bons restaurants autour. Donc, on en fait une belle soirée en même temps aussi. OK. Ben, merci beaucoup, Gabrielle. Puis, peut-être que je serai là un soir. Oh, j'espère te voir. Alors, si vous voulez des informations, www.mifo.ca pour participer à cet événement, à cette programmation qui commence le lundi 5 novembre. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec un représentant de Statistique Canada qui va nous parler d'une étude très intéressante. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau, et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec M. Athanas Barayandema, j'espère que je le dis bien. C'est correct. Et avec vous, on va parler d'une étude très intéressante dont vous avez travaillé sur l'étude en fait. Et qu'est-ce que c'est comme étude? Oui, c'est l'étude, le titre de notre étude, c'est la satisfaction à l'égard de la vie chez les personnes âgées au Canada. OK. Je peux vous définir un peu c'est quoi la satisfaction à l'égard de la vie. C'est un indicateur du bien-être. L'indicateur complète les autres indicateurs qui existent déjà, comme les connaisseurs d'économie, comme le PIB par exemple, le produit intérieur brut. C'était une recommandation des Nations Unies déjà pour montrer l'importance de la satisfaction à l'égard de la vie, donc qui mesure le bien-être subjectif pour compléter les autres indicateurs qui existent. Mais Statistique Canada posait déjà la question pour aller chercher l'information. Et si je retourne un peu en arrière, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui a proposé une mesure. Donc, la mesure, c'est une échelle de 0 à 10 pour pouvoir mesurer la satisfaction, à quel niveau les gens sont satisfaits du bien-être. Okay. J'avais préparé la question de savoir d'où est venue cette étude, l'envie de faire cette étude, mais je pense que maintenant, ça vient de l'international. Statistique Canada posait déjà la question, on s'intéresse déjà au bien-être des gens, de la population canadienne, mais ce n'était pas uniformisé au niveau international. On veut qu'on puisse se comparer, par exemple, le Canada peut se comparer présentement aux autres pays du monde, notamment les pays de l'OCDE, qui utilisent, bien sûr, il faut être spécifique, il faut vraiment utiliser la même question
c'est pour récolter l'information. Si on n'a pas posé la même question, de la même manière, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Donc là, c'est la même méthodologie. Si vous posez la même question quelque part d'autre, ça sera la même méthodologie. Oui, la même question est déjà posée dans la plupart des pays des membres de l'OCDE, dont je viens de citer. Alors, comme par exemple le Canada dans le top 10 des 38 pays de l'OCDE, avec une cote. La cote, pour vous expliquer ça, c'est comme une moyenne pour cette échelle de 7,3 sur 10. Alors, c'est au 7e rang, si on considère les autres pays. D'accord. Et vous, avec qui vous avez travaillé? Vous avez travaillé seul sur votre projet? J'ai travaillé parce que moi, je travaillais déjà sur l'enquête. L'enquête qui est l'enquête sociale générale. D'accord. Avec cette enquête-là de 2016, ça s'appelle les Canadiens au travail et à la maison. Ça récoltait les informations sur diverses dimensions de la vie. C'est pourquoi on s'est intéressé à la satisfaction à l'égard de la vie, qui est déjà une question qui a été posée. Et j'ai travaillé avec un autre chercheur, un autre analyste de Statistique Canada, pour pouvoir venir aux résultats qui sont publiés. D'accord. Et comment vous avez partagé les tâches? Est-ce que vous aviez la même, comment je vais appeler ça, la même méthodologie ou la même manière de vouloir faire le travail? Parce que travailler avec quelqu'un... Moi, je travaillais déjà sur l'enquête, comme je viens de le dire. L'autre, c'est un chercheur, il va s'intéresser. Donc, on s'est convenu, OK, on va travailler, on va utiliser les données. C'était des nouvelles données déjà. D'accord. Et puis, on va voir où est-ce qu'on en est avec la satisfaction, surtout pour les personnes âgées. Oui. Pourquoi déjà sur les personnes âgées? C'est parce que les personnes âgées constituent une portion de la population en forte croissance. Par exemple, si je me réfère aux résultats de recensement de 2016, les personnes âgées, les 65 ans et plus, si on parle des 65 ans et plus, ils étaient à 16%, donc 17% plutôt de la population canadienne. Et aussi, on fait Statistique Canada fait toujours des projections pour voir d'ici quelques années, en 2036, la proportion sera de 24%. Donc, c'est en forte croissance. Et le vieillissement de la population, on ne peut pas nier ça, ça existe et c'est une tendance qui est très lourde. Donc, il faut voir les gens les plus âgés, ça augmente en nombre. Comment sera la qualité de vie? Donc, l'étude cherche les facteurs qui sont associés à la qualité de vie pour les personnes âgées en particulier. OK, d'accord. Donc, j'ai vu un peu l'analyse hier, j'ai fait un tour rapide, là. Et puis, il y a un gros récapitulatif qui est juste en avant en tout cas, de toute... Ça, c'est comme l'effet saillant. Si vous voulez. Ça m'a accroché. Parce que pour aller... C'est pour les gens qui ne veulent pas aller parcourir toute l'étude, ça fait une vingtaine de pages, pour dire, OK, les points saillants, on donne au lecteur les informations les plus intéressantes. Je vais vous citer déjà les résultats les plus intéressants, parce que c'est les personnes âgées, là. Il y a des résultats très importants. Ici, on a commencé à comparer avec le reste de la population, la population la plus jeune. Oui, les personnes âgées sont plus satisfaites. Si on considère ça, donc... Je me suis mise à rire hier quand j'ai lu ça. Et les femmes, encore, elles sont plus satisfaites à l'égard de la vie que les hommes. Ça, même les autres études avaient arrivé aux mêmes conclusions. Le point le plus intéressant dans notre étude, c'est que le revenu familial n'est pas associé significativement à la satisfaction à l'égard de la vie. Donc, c'est d'autres facteurs plus sociaux, notamment le temps qu'on passe en famille. En famille. Oui, c'est les réseaux famille, le réseau familial, le réseau des amis, parce qu'on a posé d'autres questions, les relations personnelles. Les gens qui nous ont répondu qu'ils ont plus de relations personnelles sont plus satisfaits à l'égard de la vie que les autres. Et les gens qui sont plus résilients, la résilience étant définie comme la capacité de rebondir après des épreuves. Donc, les gens qui ont répondu qu'ils sont toujours résilients, donc capables de rebondir, sont plus satisfaits. Donc, c'est vraiment la confiance en soi. Et c'est les gens qui sont positifs, les perspectives d'avenir qui sont positives, sont plus satisfaits que les autres. Donc, c'est les facteurs autres que le revenu, que financier, qui importent beaucoup plus pour les personnes âgées, au niveau du bien-être des personnes âgées, que les facteurs financiers, que le revenu, par exemple. Par contre,
Parce que les mesures subjectives du revenu, on a posé la question, par exemple, dans cette enquête, si le revenu de retraite était suffisant pour couvrir les dépenses mensuelles. Les gens qui nous ont répondu que c'était insuffisant étaient insatisfaits, étaient plus insatisfaits par rapport aux gens qui ont dit notre revenu mensuel couvre les dépenses. Ça, c'est une mesure subjective. Mais si on considère le revenu qu'on reçoit, quantitativement, économique, ça, c'est moins important que les facteurs sociaux, les facteurs relations personnelles, relations familiales. Donc, par exemple, dans l'étude, ce qui est très intéressant, comme je le dis, c'est 8 personnes sur 10 des personnes âgées ont répondu qu'ils avaient des personnes sur qui compter en cas de besoin. Ça, je veux en parler. On va aller à la pause et puis on va revenir. Ça, c'est très intéressant. Oui. Et les gens, c'est 8 personnes sur 10. Et les gens qui ont répondu qu'ils avaient toujours des personnes sur qui compter sont plus satisfaits que les autres. Super. Donc, c'est très intéressant. On va aller au-dedans tout à l'heure parce que ça m'intéresse. Ouais. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on revient sur le plateau pour parler de cette étude. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me compter des mentres qui me font jouer. Même si l'amour est gone, depuis longtemps. Même si l'amour est gone, depuis longtemps. Deviens donc quelque chose. Quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens me faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone, depuis longtemps. Même si l'amour est gone, depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Monsieur Athanase et avec vous, on parle de l'étude que vous avez menée sur les personnes âgées. On parlait dans le premier bloc des différents aspects que vous avez utilisés, si je peux dire ainsi, pour pouvoir mener à bien cette étude. Puis il y a un dernier point avant la pause dont on parlait. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Oui, certainement. Je disais avant d'aller en pause que 8 personnes âgées sur 10 ont répondu qu'ils avaient des personnes sur qui compter en cas de besoin. Et ça compte. Et ces personnes qui ont répondu qu'ils avaient des personnes sur qui compter sont plus satisfaits à l'égard de la vie que les autres, du bien-être. Donc, ça, c'est très intéressant. Je parlais des relations personnelles. Donc, je parlais du réseau d'amis, du réseau familial. Les personnes âgées, je parlais du revenu. Ce n'est pas le revenu qui est plus important. Bien sûr, le revenu est un facteur, ça on ne peut pas nier ça, du bien-être, mais il y a d'autres facteurs pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées ont des préoccupations autres que par rapport aux personnes les plus jeunes. Et puis je m'intéressais à cette étude, je pense que vous avez posé la question, je m'intéressais à cette étude premièrement parce que j'ai travaillé sur cette enquête-là. Je connaissais les données, qu'est-ce qu'on a eu comme information. Cette enquête, brièvement, ça a des données, de nouvelles données que les autres cycles, les cycles précédents de l'enquête sociale générale n'avaient pas. Notamment, ce n'est pas juste seulement la question sur la satisfaction de la vie en général. Il y avait d'autres aspects de la vie. Et ça, c'est très intéressant. C'est que les autres données n'existaient pas. Donc, on s'est intéressé à voir ça en utilisant ces nouvelles données. La résilience, par exemple, je parlais de la résilience avant la pause.
il n'y avait pas de données non plus, mais dans cette enquête-là, ces informations sont disponibles. Alors, il fallait aller voir, pousser plus loin les résultats des études antérieures pour voir qu'est-ce qu'on a présentement dans ces résultats. Alors, je parlais d'autres aspects. Je vais les citer brièvement. On a posé 9 autres questions en plus de la question sur la vie en général, la satisfaction de la vie. Donc, les autres aspects, c'est le niveau de vie. Il y a le sentiment de sécurité. Il y a les relations personnelles, j'en ai déjà parlé. Il y a la santé, évidemment. La santé, c'est très important pour les personnes âgées. Il y a l'apparence. On a posé l'apparence, c'est physique, le poids, les apparences personnelles. Il y a la qualité de l'environnement local. Il y a le sentiment d'appartenance à la collectivité. Donc, toutes ces informations-là, on a regardé même, c'est quoi qui est plus important pour les personnes âgées? Le sentiment de sécurité, est-ce qu'on est sécure là où on est? Ça, c'est très important pour les personnes âgées. Les relations personnelles, j'en ai déjà parlé. La qualité de l'environnement, ça, c'est un point intéressant parce que les gens, les personnes âgées sont très satisfaits de la qualité de l'environnement. Donc, il y a des informations. Donc, je parlais aussi de la résilience. La résilience, on avait 9 autres questions. C'était 10 questions sur la résilience, je m'excuse. Composées, ça, c'est nouveau. Au niveau de l'enquête, ça n'existait pas dans les données précédentes. On est allé regarder tout ça. Alors, les personnes qui font face aux défis, donc ils ont confiance en soi, sont plus satisfaits à l'égard de la vie. Donc, toutes ces informations-là, ces nouvelles données, on a aussi posé la question, ça c'est très intéressant aussi, qui n'existait pas avant, sur la classe sociale. Comment les gens se perçoivent, dans quelle classe ils appartiennent. Ça, c'était du nouveau. Les gens la plupart des personnes ont répondu qu'ils appartiennent à la classe moyenne. À la moyenne. Mais les gens qui ont dit qu'ils appartiennent à la classe moyenne ou au-delà, ou plus, les classes supérieures, ça c'est subjectif évidemment. C'est des perceptions des gens. Sont plus satisfaits à l'égard de la vie. La question, une autre nouvelle question dans cette enquête-là, c'était la famille. Le moment. C'était au niveau de la qualité, parce que le temps... La qualité du temps et la quantité du temps passé en famille. Les gens qui ont répondu qu'ils avaient tout ça, un bon moment et de qualité, qui passent en famille, les personnes âgées, ils sont très satisfaits à l'égard de la vie. Donc, en conclusion, là, c'est pas juste les facteurs économiques ou financiers qui importent pour les personnes âgées, c'est au niveau des facteurs plus sociaux. Les relations, les réseaux d'amis, famille, qui importent pour ces personnes-là. Donc là, vous avez dit encore, vous l'avez dit au début, mais je veux revenir encore dessus. Quand on parle de personnes âgées, on parle des personnes âgées de 65 ans et plus. Oui, c'est comme ça qu'on a défini. C'est comme ça qu'on a défini, on a analysé vraiment les facteurs associés au bien-être de ces personnes, 65 ans et plus. Et ça, votre étude, vous l'avez menée comment, sur un groupe de personnes dans une région ou... Non, comment on mène, c'est une enquête. C'est une enquête qu'on a menée. Les résultats, les données, on les a eues en 2016. D'accord. C'est une enquête, on envoie des questions, on développe un questionnaire. Bien sûr, le questionnaire est passé au peigne fin par d'autres partenaires de Statistique Canada, les différents départements, même les académiques. Ils regardent les questions. Est-ce que les sujets, est-ce que l'information qu'on va rechercher dans la population, elle est pertinente? Est-ce qu'elle est à jour? Après ça, qu'ils ont décidé, OK, on y va avec ces questions, on développe le questionnaire, on l'envoie à la population, on crée bien sûr une population cible, on ne va pas lancer, c'est pas un recensement, c'est une enquête, mais ça couvre toutes les provinces à l'exception des territoires, par exemple. Donc, c'est les 10 provinces du Canada. Donc, ça a été envoyé dans toutes les 10 provinces? Oui, on cherchait, c'est comme on dit un échantillon. On fait un échantillon et on envoie le questionnaire à ces personnes. On a des informations sur les adresses. Donc, ça c'est plus technique, plus méthodologique, comment on fait. Mais on a un échantillon qui couvre quand même la structure d'âge, par exemple, les femmes, les immigrants, les hommes, qui couvre au moins, ça touche un peu tous les niveaux de la population. Et les gens répondent au questionnaire. Quand on récolte les données, on les analyse, si les données sont fiables. On fait des comparaisons avec les données existantes, principalement les données du recensement, parce que ce sont des données qu'on a et qui couvrent l'ensemble de la population. Et on s'assure que les données sont de bonne qualité
Et après ça, on regarde les différents sujets, comme ici, on s'est intéressé au bien-être des personnes âgées. Et puis, dites-moi, à qui ça sert plutôt cette étude-là? Tout le monde peut avoir accès ou c'est vraiment spécifique à un département, un domaine, je ne sais pas. Tout le monde a accès. C'est une étude qu'on a faite. Pour tout le monde. On a les résultats. Et puis, on l'a publié au mois d'août. C'était exactement le 2 août. OK. Donc, c'est publié. Ça se trouve sur le site web de Statistique Canada. C'est pour tout le monde. Les résultats, c'est très intéressant. Les gens, les lecteurs qui s'intéressent sur le sujet, d'aller voir les différentes études. On fait des comparaisons. Après, on dit OK. Même les départements, le gouvernement. Statistique Canada, son objectif, c'est de recueillir les données. Et puis les partager. Les analyser et les diffuser. Ouais, quand on diffuse, le lecteur, chaque personne qui s'intéresse à un sujet particulier va regarder, oh OK. Il y a une étude sur ça. Il y a une étude sur ça. Oui, okay. Oui, c'est exactement ça. OK, ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez avoir des informations sur cette étude qui a été menée sur les personnes âgées, vous allez sur le site web de Statistique Canada et puis vous cherchez l'onglet qui a rapport avec, vous regardez l'analyse et puis vous vous informez. On prend une toute petite pause et juste après la pause, si vous êtes accro à Facebook, Twitter et plein de réseaux sociaux, restez avec moi car on parle d'intimidation. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sainte-Agathe, il y avait des bernaches dans le ciel d'automne. Faisait pas beau dehors, faisait pas beau dedans. Il y avait rien de bon à radio, mais ça c'est pas surprenant. Un chemin de garnotte qui monte jusqu'à ta porte, puis des fleurs fanées que t'as mis dans des potes, puis t'as peinturé à la roulette russe aux oiseaux de toutes sortes. À passer son temps, à passer tout le temps, on finit par plus savoir où aller. Here we go! J'ai passé Saint-Rémy, je me suis traîné jusqu'au tract de Saint-Henri. J'ai tiré du slingshot dans des canettes vides, dans les vides de char. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Jean-François Soriol, notre expert. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Informatique. Merci. Et puis aujourd'hui, j'ai été un peu déçue, moi, quand j'ai vu que tu allais parler d'intimidation en rapport avec les réseaux sociaux. Ah bon? Je me suis dit, mais attends, OK, ça existe vraiment, mais en tout cas, qu'est-ce que tu vas faire pour me faire peur pour que je me déconnecte de tous les réseaux sociaux? Ouais, je sais que certaines personnes voient ce qui se passe, surtout envers des jeunes, puis beaucoup de parents, leur réponse, c'est non, on va attendre que tu sois plus vieux avant de toucher à ça, avant toutes ces choses-là. Ouais. Puis je le comprends parce qu'on n'a pas été élevé avec ces technologies. Ma génération, peut-être que la vôtre, c'est peut-être un peu différent. Mais pour nous, comme c'est pas tout à fait naturel, j'étais au souper avec les jeunes hier, on parlait de quelque chose, les jeunes, en dedans d'une seconde, ont sorti leur téléphone pour faire une recherche de ce de quoi on parlait. Ils ont la facilité, en fait, c'est le réflexe d'avoir une encyclopédie monstre à la portée de la main. Okay. C'est correct, ça, mais il faut comprendre un petit peu que nos jeunes, lorsqu'ils entrent sur ces médias-là, il y a des jeunes pour qui l'expérience va être formidable parce que c'est une extension de leur expérience de socialisation physique, mais il y en a pour qui c'est un petit peu différent. On en parle. J'ai des petites slides pour vous aujourd'hui pour pouvoir animer un petit peu de quoi on va parler. On va commencer à parler du besoin d'appartenance. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de... C'est ça, parce que... Ouais.
Si t'as pas de réseau social, de nos jours, là, t'es bizarre. Et il y a une grosse différence dans certains jeunes qui, dans leur relation sociale, on peut parler, on va parler d'appartenance, on va parler des déficits d'aliénation sociale. Certains jeunes qui ont peut-être un peu plus de difficultés dans leur relation sociale. Oui. Ça devient énormément plus facile pour eux d'aller sur le web. Parce qu'on te voit pas. On te voit pas, t'as aussi la possibilité de arrêter une conversation à brûle pour point. Oui. Et tu te sens inconfortable, paf, fini. Dans l'environnement social, physique, t'as pas cette capacité-là. Donc, pour certains jeunes qui sont un peu plus gauche socialement, c'est plus facile, oui. Mais c'est aussi plus sécuritaire dans leur bulle personnelle, dans leur bulle de personnalité. On va parler aussi et donc que pour certains ceux-là, puisque sur l'environnement informatique c'est plus facile, ils vont peut-être se rendre un peu plus vulnérables. Ils vont accepter des amitiés. On va parler du cas de Amanda Todd, qui est un cas canadien très, très, très connu, mais qui est tout à fait représentatif de cette tranche de population-là, de nos jeunes qui peut-être sont plus timides, de phobie sociale, ces choses-là, qui vont avoir tendance à peut-être accepter des amitiés que, puis je le sais parce que moi, mon garçon est autiste, mes 2 filles ne vivent pas avec cet environnement-là, mais ils ont été capables de faire voir à mon garçon que certaines de ces amitiés, ben non, c'est pas des amis, c'est des gens que tu connais parce que tu joues avec sur des jeux, mais pourquoi ils sont rentrés dans ton cercle d'amis de Instagram ou Facebook? Peut-être que ça, tu devrais les retirer de ce cercle-là parce que tu les connais parce que tu joues avec eux, mais c'est pas des amis. Et donc, pour certains, ces barèmes-là, ces paramètres d'identification d'une amitié, c'est plus flou pour certains. On en parle. OK. On commence par le besoin d'appartenir. La majorité quand on va à l'université, on apprend l'échelle de Maslow. Oui. Maslow, un homme dans les années 60-70 qui a développé cette hiérarchie-là, qui dit que les besoins sont plutôt hiérarchiques. C'est pas tout à fait vrai pour tout le monde, mais c'est assez vrai. C'est assez vrai, oui. Qui dit que, ça commence les besoins physiologiques, les besoins physiologiques, manger, dormir. Sécurité, avoir de l'argent, savoir que tu as une maison pour dormir, le travail, tout ça. Oui. Le besoin d'appartenance, l'estime de soi, puis encore plus haut. Mais pour la majorité d'entre nous, au Canada, la majorité des jeunes, je m'excuse, la particularité de l'échelle de Maslow est que on ne ressent un besoin personnellement que lorsque ce besoin-là a été mis en péril. OK? Donc, tu ne ressens « Ah, j'ai faim » seulement lorsque tu n'as pas eu la chance de savoir ou de pouvoir t'assurer ton prochain repas. C'est clair au niveau physiologique. Mais ce que ça veut dire, c'est que le besoin physiologique puis le besoin de sécurité, la majorité de nos jeunes au Canada n'ont jamais senti de pression là-dessus. Ils n'ont jamais senti est-ce qu'on va dormir dans l'auto ce soir ou dans ma chambre? La majorité, il y a des exceptions, c'est sûr, puis pour eux, la vie est un peu plus compliquée. Mais la majorité de nos jeunes, le premier besoin qui les frappe dans le front, c'est le besoin d'appartenance. Oui. C'est sûr qu'en tant que parents, on leur place, on leur fait des playdates, on les amène chez des amis, mais c'est vraiment leur responsabilité, parce qu'on n'est pas là, c'est leur responsabilité d'assurer leur environnement. Et avec qui je veux appartenir, avec les nerds, avec les mods, avec les jeunes inventent des nouveaux... je perds le fil de ces choses-là, mais de savoir avec qui tu veux appartenir, puis là, en plus, si en plus, toi, personnellement, les interactions physiques, c'est plus difficile, là, ça devient une montagne. Oui. Qui fait en sorte que, justement, lorsque je disais, sur les médias sociaux, ça peut devenir beaucoup plus facile pour certains. On revient de 1. Et j'ai fait dans des recherches que j'ai faites, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et j'ai dit, il faut que je vois. Je pensais vraiment que certains de nos jeunes, c'est plus difficile pour eux d'aller vers un adulte pour dire « je me fais intimider, j'ai de la misère à l'école, j'ai des problèmes de dépression, d'anxiété. » C'est beaucoup plus difficile. La même affaire que mes jeunes hier, prennent le téléphone
c'est beaucoup plus facile pour eux de sortir leur téléphone, puis j'ai des problèmes. De le tweeter. De le tweeter ou de... Et il y a des sites qui sont anonymes où j'avais entendu des choses. Donc, j'ai pris un des sites anonymes, sans le nommer, où tu peux rentrer comme site, tu te crées un compte et tu es relié à tous les gens qui sont en dedans de 50 ou 100 km de chez toi. Puis, tu les connais pas, c'est tout anonyme. Et j'ai dit une phrase. C'est sûr que c'est un peu lourd, mais j'ai dit, je veux... En anglais, j'ai dit, I want to kill myself. Je veux me suicider. J'étais pas en détresse. Tu l'as fait? Je l'ai écrit. Oh. Et j'ai eu 23 réponses en dans 3 heures. Une réponse, un premier garçon immédiatement m'a envoyé des sites d'écoute aux jeunes, un site web d'écoute aux jeunes formidable, très, très bon. Il y en a plein. Okay. Il y a une jeune fille, puis à chaque fois que j'y pense, ça m'émue parce qu'elle a passé 3 heures avec moi à chatter pour me dire « Fais pas ça, il y a des gens qui peuvent t'aider, va chercher de l'aide, veux-tu que j'appelle la police? » Formidable, la jeune fille. Vraiment, ça me touche énormément. Il y a un autre garçon qui a été utile, mais j'ai eu 20 réponses où les gens me disaient comment faire pour me tuer. Non. J'étais pas en détresse. J'étais pas en détresse du tout. Mais imaginez un jeune, on sait, là, dans les étapes vers le suicide, quand on parle, c'est l'étape 1. C'est la demande d'aide. Donc, faire l'email, c'est la demande 1. C'est « j'ai besoin d'aide ». Mais le deuxième niveau, c'est le plan. Quand tu commences à planifier, quand un jeune, n'importe qui commence à planifier, là, il faut que ça fasse peur. Il faut que ça fasse peur parce que c'est ce qui arrive. Il y a du monde, là. Comment qu'une personne peut, lorsque quelqu'un est en détresse comme ça, offrir des façons de se tuer? C'est inouï, ça n'a pas de sens. C'est crapuleux avec un... Ah, ça n'a pas d'allure. Mais il y en a sur Internet. Il y a des gens comme ça sur Internet. Et comme je le dis aux parents, nos jeunes ne sont pas rationnels. C'est pas leur job d'être rationnel. C'est notre job à nous de les ramener vers le rationnel puis d'être présents, surtout lorsqu'ils sont en détresse. Je pense qu'on va en parler après la pause. Alors, on prend une toute petite pause. On prend un grand respire. OK, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler de sécurité informatique. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Passer par ici, ne serais-je le dernier à vouloir enfuir? Tout ce que je sais, c'est qu'au fond, j'ai ce grand désir d'être bien avec moi, d'être bien avec toi, faire face à ces peurs qui d'en dessous me déchirent, d'aimer plus fort que je ne puisse en revenir. Je m'arrête, je respire, j'attends, j'entends. You won't know till you know. You won't know till you know. It doesn't matter if you listen or dig your head in the snow. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'intimidation qui se passe sur nos réseaux sociaux. Et puis tu m'as donné froid tantôt. Là. Je m'excuse, mais en tant qu'adulte, il faut qu'on en parle. Parce que c'est la réalité pour bien de nos jeunes. On ne le réalise peut-être pas parce que on n'est pas aussi obnubilé par l'Internet que nos jeunes. C'est ça. C'est pas aussi automatique pour nous. Ça l'est presque, mais ce n'est pas aussi automatique. Et donc, dans l'environnement social, certains qui auraient de la difficulté dans l'environnement physique vont aller vers le web.
les réponses qu'on peut avoir, c'est probablement pas toujours les réponses qu'on voudrait avoir. Comme j'ai dit, là, 20 réponses où les gens me disent comment faire, c'est horrible. Et ça m'amène au cas de Amanda Todd. On en a parlé dans tous les ateliers que je fais avec les jeunes, j'en en parle. Je ne suis pas avec les 3e années, mais lorsqu'on rentre en 6e année, 7e année, les jeunes ont tous déjà entendu parler d'Amanda Todd. Ou une jeune fille de 11-12 ans qui malheureusement partageait sa webcam avec plein de gens, puis a acquiescé à la demande de lever son chandail, puis éventuellement une année après, elle s'est suicidée ou après des mois et des mois et des mois de se faire harceler. Donc, moi, ce que je veux parler en termes de l'intimidation, parce que le cas de Amanda Todd, c'est l'intimidation avec un I majuscule. En fait, c'est rendu qu'on appelle ça de la sextorsion. Wow. C'est de l'intimidation, mais qui est bâtie par des experts. C'est des experts en intimidation, c'est inouï, c'est des prédateurs qui se mettent en gang, qui s'en vont de site en site où il y a des jeunes filles qui partagent leur webcam. Puis là, t'es belle, lève ton chandail. Elle lève son chandail, fini. Là, ils se mettent à 15 à l'intimider. Si tu ne me fais pas d'autres shows érotiques, je vais partager cette photo-là avec tous tes amis sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram. Là, la fille, elle monte. Là, puis là, il est toute seule. Mais l'intimidation, ramenons ça là, avec l'intimidation à l'école. Parce que c'est sûr que le cas de Amanda Todd, c'est un cas énorme et les parents avaient à gérer beaucoup de choses avec l'environnement d'école. Mais ramenons ça avec l'intimidation, parce que c'est un cas extrême, mais c'est de l'intimidation. Qu'est-ce que c'est de l'intimidation? C'est un geste appris. On n'est pas né quand on est... Moi, j'appelle ça de la méchanceté. C'est de la méchanceté, mais c'est de la méchanceté qui est un geste appris. Je m'explique. Quand on apprend quelque chose, on fait un geste. Si le geste est récompensé d'une certaine façon, dans notre cerveau, il y a une libération de neurotransmetteurs, de neuropénéphrine, de la sérotonine, qui nous fait qu'on se sent bien, et notre cerveau renforce ce comportement-là. Si j'ai ce comportement-là, je me sens mieux, on va le faire plus souvent, je vais me sentir mieux. C'est très simplifié, mais ça ressemble à ça. Mais si au contraire, j'ai un comportement, puis je me fais taper ses doigts, j'ai des conséquences. Mon cerveau va dire, oups, peut-être qu'on fera plus ça. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que si dans ton environnement familial, ça s'apprend tout jeune, 2 ans, 3 ans. C'est ça que M. Athanas parlait tantôt. Exactement. Les liens familiaux et tout. Si ce que tu apprends, que lorsque tu te sens tout croche ou si dans ta famille, tu n'as pas appris que des fois, quand tu te sens pas bien, il faut que tu mettes ta tête sur l'épaule de quelqu'un puis pleurer pour 30 minutes, puis sortir ça. Mais si plutôt tu fais, puis tu tasses ça, puis tu attaques ça, puis ça va sortir. Et si ça sort, quand tu te sens mal, là, tu te sens tout croche, tu fais quelque chose vers quelqu'un, un geste intimidateur, parce que c'est aléatoire, tu fais un geste intimidateur, puis les gens rient alentour. Oh, tu te sens un petit peu mieux. Puis s'il n'y a pas quelqu'un qui te ramène, qui te dit « Ben non, c'est méchant ce que tu as fait », tout ce que tu apprends, parce que tu n'as pas de barème extérieur, « Ah, je me sens mieux ». Donc ce geste-là va se répéter, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ben non, ben non ». Donc, l'intimidation, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Question, est-ce que Donald Trump, avec ses tweets, là, c'est de l'intimidation, de la provocation, je ne sais pas. Et je respire. Je ne suis pas un fan de Donald Trump. C'est de l'intimidation, mais c'est plus grand que ça. Il y a aussi toute la bulle de l'homme, puis de tout le média. Ouais. Il y a une séparation entre... Les deux groupes s'intimident l'un l'autre. Ils se rendent ennemis l'un de l'autre. Mais sur les médias sociaux, avec nos jeunes, il y a plein de choses qui sont spéciales avec l'intimidation cyber. L'échelle d'impact. Si je suis à l'école puis je me fais intimider, ma grand-maman ne le sait pas, je me fais intimider. Mon coach ne le sait pas. Oui. Mais sur Facebook ou sur Instagram, ma grand-maman, maintenant, elle voit le message. Ouh! Mon coach voit le message. Ouh! J'ai plus mon sanctuaire. Ça vient me chercher partout. C'est répétitif. À chaque fois que quelqu'un voit le message, ça vient me chercher. C'est intrusif. J'ai plus de sanctuaire. Mais il y a quelque chose que je voulais amener. C'est le fait que... Moi, je pensais, lorsque j'ai commencé à faire mes travaux dans les écoles, que c'était le côté anonyme de l'intimidation qui faisait en sorte que quelqu'un pouvait dire quelque chose de méchant puis savoir que... Mais c'est pas ça du tout.
Des jeunes peuvent se dire des choses la veille, sachant qu'ils vont se voir à l'école le lendemain, puis c'est inouï, mais c'est une désinhibition sociale. Je m'explique. Si on regarde une émission comme Big Bang Theory, vous connaissez ça, les personnages s'injurient l'un l'autre, ils se tapent dessous, puis à la fin, il y en a un qui dit « Ah, just kidding » ou « Je suis juste pour rire ». Puis là, il y a le laugh track en arrière, là, tout le monde rit en arrière. Là. Les jeunes apprennent que je peux rire de toi, mais si les autres rient, tout est correct, parce qu'après ça, ils continuent à se parler. Mais l'impact de ce que tu as dit, les jeunes ont perdu ce sens-là un peu, surtout sur le web, lorsqu'on ne voit pas les yeux l'impact de ce qu'on vient de dire qui vient d'être méchant. Donc, c'est pour ça que on doit pouvoir, en tant que parent, être capable de ramener nos jeunes vers le rationnel. Leur donner la conséquence pour que, justement, ils disent « Oh, je vais apprendre autrement, je vais faire autrement. » Mais il faut être là. Comment on peut être là dans les agissements d'Internet de nos jeunes? On va garder ça pour la conclusion. Exactement. Super. Exactement. Alors, on prend une toute petite pause et juste après, on va apprendre comment nous protéger. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre Véronique Gaudreau, qui est thérapeute shiatsu. Elle nous parlera de guérison et de comment elle peut vous aider à mieux vous sentir. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Quand on arrivait au Journal Le Droit pour y travailler, là, on savait exactement ce qu'on allait faire là. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle d'intimidation sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, tu vas nous donner une astuce ou, je sais pas, voilà, pour pouvoir. Je vous donne un exemple. Mon garçon, lorsqu'il avait 13 ans, mon garçon me permet d'en parler, je vous le dis tout de suite, parce qu'il sait que ça aide les jeunes. Mon garçon a fait une recherche à 13 ans sur bestiality. Wow! Mais si j'avais pas un outil comme je présente ici, qui s'appelle Online Family de Norton, qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il fait, j'aurais pas été là pour avoir une conversation avec lui. Un outil comme ça, vous allez sur le site, la présentation va être sur votre site, je pense, en PDF. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène un tutoriel qui vous explique comment faire. C'est la façon pour nous d'être présents pour ramener nos jeunes vers le rationnel. Le Norton Family, est-ce que c'est payant ou gratuit? C'est 50 $ par année. Super. Pour installer ça sur tous les ordinateurs des jeunes. C'est pas sournois, c'est pas un spyware. Les jeunes savent que je sais qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est ma job. Je suis le papa. Maman aussi. Et puis on installe ça sur tous les ordinateurs. Tous les ordinateurs, c'est très simple. Un tutoriel. C'est notre job. C'est notre job. Faut la faire. Merci beaucoup, M. Souriol. J'ai passé un bon moment. Alors moi, je vous invite à aller regarder tout ce qui se passe sur le site de Norton Family. Et puis on se voit bon week-end, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Regardez TV Rogers, Ottawa.